Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. À suivre cet après-midi sur notre antenne les travaux de la commission d'enquête sur le coût réel de l'électricité. Cet après-midi, les sénateurs auditionnent André-Claude Lacoste. C'est le président de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Cette autorité avait rendu un rapport début janvier dans lequel il était stipulé que les centrales françaises avaient un niveau de sûreté suffisant, mais qu'il fallait investir des milliards d'euros pour renforcer leur robustesse. Alors ces investissements vont-ils avoir un impact sur le coût de l'électricité? Élément de réponse avec cette audition. Bien, mes chers collègues, nous allons démarrer, si vous voulez bien. Monsieur le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Cela dit, vous n'aviez pas le choix. Je crois qu'on est un peu obligé de répondre aux invitations des commissions d'enquête parlementaire. Mais je vous remercie d'être là aujourd'hui. Nous sommes exactement à mi-chemin de toutes nos auditions. Alors, petit rappel de la raison pour laquelle vous êtes ici, Monsieur le Président. Cette commission d'enquête était une demande du groupe écologie du Sénat. Le bureau a accepté cette demande et donc elle a été créée. Le rapporteur en est Monsieur Jean de Zessar, j'en ai été nommé président. Et je vais vous demander de respecter un petit peu la tradition en la matière, c'est-à-dire que je vais vous demander de prêter serment. Je vais vous demander de dire toute la vérité, rien que la vérité, et je vais enfin vous demander de lever la main droite et de dire « je le jure ». Je le jure. Je vous en remercie. Alors pour faciliter votre audition, disons pour la rendre, pour entrer plus vivement dans le débat, notre rapporteur Jean de Zessar vous a envoyé à l'avance un certain nombre de questions, de manière à ce que vous puissiez les préparer. Il est bien évident que dans cette mission d'enquête sur les problèmes du coût de l'énergie et du prix de l'énergie, toute la mission que vous avez remplie sur l'après-Fukushima et le résultat de votre mission des travaux nécessaires à faire dans nos 59 centrales nucléaires est le sujet qui nous intéresse de loin le plus. Notre rapporteur va vous rappeler ces questions parce que c'est important qu'elles figurent au procès-verbal et ensuite vous y répondez a priori dans l'ordre, sauf si ça vous semble, pour nous éclaircir, plus intéressant d'inverser. N'hésitez pas à le faire. Monsieur le rapporteur, à vous la parole. Merci, Président. Donc, Monsieur Lacoste, nous avons adressé 5 questions. La première, pouvez-vous faire un point sur le chantier de l'EPR de Flamanville et notamment sur ses conséquences financières pour la production d'électricité à partir d'EPR? Seconde question, à quel moment peut-on évaluer le coût des travaux de sûreté post-Fukushima? Pouvez-vous commenter à cet égard le choix fait par le gouvernement de surévaluer de 3 € le prix de l'Arenh estimé par la commission Chamsor? Troisième question, commentez les conclusions du rapport de la Cour des comptes de janvier 2012 concernant les charges futures, y compris le mécanisme de couverture d'une partie de ces charges par des actifs dédiés. Les sites prévus ou en projet pour le stockage des déchets vous paraissent-ils suffisants en termes de dimensionnement? Quatrième question, pouvez-vous commenter le régime actuel de responsabilité civile en cas d'accident nucléaire, ainsi que les dispositions contenues à cet égard dans le projet de loi numéro 481 2011-2012, déposé au Sénat le 21 mars 2012. Les différents risques liés à l'exploitation de centrales nucléaires, y compris ceux liés à un accident majeur, peuvent-ils être couverts par un système de type assurantiel? Le CORDIPA, créé en 2005 pour définir une gestion des conséquences d'un accident nucléaire, étudie-t-il la question du coût financier d'un tel accident? Et cinquième et dernière question, sur le plan stratégique, comment peut-on concilier la nécessité de planifier longtemps à l'avance le remplacement de centrales nucléaires avec les incertitudes sur la durée de vie de ces centrales, celles-ci découlant aussi bien du principe des visites décennales, qui peut conduire l'ASN à interdire la poursuite de l'exploitation, que du manque d'expérience concrète sur le vieillissement des centrales nucléaires au-delà de l'âge de 30 ans en France. Voilà, Monsieur le Président, les 5 questions que nous avons adressées à Monsieur Lacoste. Monsieur le Président, je vous laisse la parole. Vous nous laissez quand même un petit temps de questions-réponses à la fin de votre exposé en réponse à ces 5 questions. Je vous en remercie. Merci, Monsieur le Président. Et je ne compte pas vous l'abasourdir avec un exposé d'1 heure.
D'abord, sur l'invitation que vous m'avez faite d'intervenir devant vous, c'est tout à fait important pour une institution comme l'Autorité de sûreté nucléaire, autorité administrative indépendante, de rapporter devant le Parlement et ses différentes manifestations. Autorité administrative indépendante, nous ne rapportons pas devant le gouvernement, mais nous considérons que nous rapportons devant le Parlement. Des rapports privilégiés à l'évidence avec l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, mais très régulièrement, nous sommes amenés à intervenir et nous considérons que c'est en même temps un honneur, un devoir et une pratique normale. Sur les différentes questions que vous avez posées, je commencerai par dire que l'ASN a deux grands types d'activités. Nous contrôlons d'une part la sûreté et la radioprotection sur des choses que j'appelle des grosses bêtes, 150 grosses bêtes, dont les réacteurs d'EDF, dont les installations de la Hague, dont des réacteurs de recherche. Et puis nous avons par ailleurs une autre activité qui n'est pas dans le champ aujourd'hui, mais qui est fondamentale pour nous, c'est ce que nous appelons le nucléaire de proximité. Nous contrôlons l'utilisation des sources radioactives dans beaucoup de domaines, industrie, recherche et surtout médecine. Et actuellement, un de nos objets principaux est la radioprotection des patients, sujet qui a été initié par les accidents qui sont survenus à Épinal, et sujet de long terme qui est la croissance des doses reçues par les patients en matière de radiographie. Je dis simplement un mot, c'est pour dire que la surveillance des grosses bêtes n'est qu'un de nos deux axes de travail. Alors j'en viens maintenant aux 5 questions que vous avez posées, et en commençant par EPR et en suivant les questions dans l'ordre où ils avaient énoncé. Alors, EPR est le premier réacteur de puissance construit en France depuis longtemps. Il n'a pas été construit de réacteur de puissance en France depuis les réacteurs de Chooz et de Civaux. Ça veut dire qu'il y a eu une interruption de construction pendant pratiquement une vingtaine d'années. Alors, nous contrôlons de près la construction du réacteur EPR. Nous avons commencé à contrôler cette construction, je dirais, avant même que le chantier ait débuté. Il faut se souvenir que la conception du réacteur EPR, au début des années 90, est le résultat d'une prise de position de l'autorité de sûreté nucléaire. À l'époque, mon prédécesseur, en 91, a écrit à EDF, au CEA et à Framatome qu'il n'était plus question de construire en France des réacteurs du type N4, qu'il fallait passer à une génération plus sûre, tirant les conséquences de Tchernobyl. Et c'est cette prise de position de la SN qui a entraîné l'étude des options de sûreté d'un réacteur plus sûr. Ce réacteur a d'abord été franco-français, il a ensuite été franco-allemand, c'est-à-dire que pendant les années qui ont suivi 90, l'ensemble des acteurs français et allemands ont travaillé ensemble. Je me souviens en particulier de prises de position uniques que nous avons prises, mon collègue allemand et moi, en anglais, sur les principaux passages de sûreté du réacteur EPR. C'est-à-dire, nous connaissons EPR depuis longtemps. C'est le résultat d'un certain nombre d'impositions que nous avons faites à l'époque. Alors, j'en viens à la construction. Nous surveillons de près la construction. Depuis le début de la construction, nous avons opéré plus d'une centaine d'inspections sur le chantier et nous avons opéré une cinquantaine d'inspections dans les services centraux d'EDF, chez les fournisseurs, chez les sous-traitants. Donc, nous suivons de très près cette construction. À quoi nous attendions, nous, depuis le départ? Nous attendions à ce qu'il y ait un certain nombre de difficultés nées de la nécessité de réapprendre ce que c'est que la construction d'un réacteur de puissance. Je me souviens d'avoir été invité à participer à une réunion organisée par nos homologues américains, les commissaires de la Nuclear Regulatory Commission, il y a quelques années. Et nos homologues avaient réuni les chefs d'autorité de sûreté de France, de Finlande, de Japon et de Taïwan. Et j'avais été amené à leur dire, et ils posaient la question, si on recommence à construire des réacteurs de puissance aux États-Unis, quels conseils avez-vous à nous donner pour surveiller? Et je leur ai dit, le problème va être celui du relearning, comment réapprendre à construire, comment réapprendre à surveiller la construction d'un réacteur. Nous avons, et le nous, ce n'est pas seulement l'autorité de sûreté, c'est EDF et ses sous-traitants, oublié ce que nous, chacun dans notre domaine, avions l'habitude de faire. Et donc ce qu'on retrouve, c'est exactement ceci. Quand Bouygues a des difficultés à mettre correctement en œuvre le béton, c'est clairement un manque d'habitude de la qualité nucléaire. Quand nous arrêtons la construction de tel ou tel élément d'un pressuriseur fabriqué en Italie par une filiale de Krupp pour le compte d'Areva, c'est clairement que ce sous-traitant ne s'est pas mis en mesure
de respecter les normes de qualité et les normes de sûreté du nucléaire. Il est tout à fait évident que l'épisode le plus récent qui vient intervenir, un épisode touchant aux pompes polaires, est un épisode de manque de qualité tout à fait flagrant. Autrement dit, on se trouve face à un manque d'habitude de la construction. Alors ça se traduit parfois par des choses qui se rattrapent facilement, ça se traduit parfois par des choses qui imposent d'autre part un arrêt du chantier. On a déjà arrêté par 2 fois le chantier pour des motifs de bétonnage. Ça se traduit par des retards quand c'est EDF lui-même qui constate les défauts, mais c'est clairement un processus de réapprentissage qui n'est pas étonnant, mais qui est très frappant quand on le regarde. Alors, chacun peut nourrir l'espoir que c'est un processus de réapprentissage qui pourrait servir si de nouveaux réacteurs européens étaient construits en France ou dans le monde, mais il est clair que c'est un processus extrêmement prégnant, extrêmement important. Voilà sur ce premier point. Je m'en tiens là, quitte à répondre à la question, si vous le permettez. Alors, le deuxième point, c'est celui du montant des travaux de sûreté post-Fukushima. Alors, clairement, post-Fukushima est un événement majeur, comme Tchernobyl, comme Three Mile Island. Il y aura un post-Fukushima, comme il y a eu un pré-Fukushima, même chose que pour Tchernobyl et Three Mile Island. Et il y a clairement beaucoup de choses à en retirer, avec une difficulté qui est classique sur ce genre d'événement majeur, c'est que la compréhension complète du phénomène peut prendre très longtemps. J'ai souvenir qu'après Three Mile Island, il avait fallu 6 ans pour être sûr que le cœur du réacteur avait fondu. Et dans l'intervalle, des papiers scientifiques avaient dit que le cœur du réacteur n'avait pas fondu. Le sentiment qu'exprime l'autorité de sûreté nucléaire, c'est qu'il peut falloir jusqu'à 10 ans pour être totalement sûr d'avoir compris Fukushima. Et ça nous met donc dans une situation où, à l'évidence, il faut tirer un certain nombre de conséquences de Fukushima, celles qui nous paraissent les plus évidentes. Il n'est pas exclu qu'au fil du temps, au fil de la compréhension plus fine des phénomènes, nous soyons amenés à revenir en arrière et à dire telle ou telle prescription que nous avons prise n'était pas fondée. Alors c'est très inconfortable sur le plan intellectuel, ça peut être très coûteux, mais je pense qu'il faut être clair, c'est quelque chose qui fait partie du paysage. Alors toujours est-il qu'il est apparu rapidement qu'il y avait un certain nombre de conséquences à tirer de Fukushima. Ces conséquences ont pris 2 formes, les stress tests au niveau européen et les évaluations complémentaires de sûreté au niveau français. Donc, le Conseil européen, dès 24 et 25 mars 2011, a décidé de lancer des stress tests et le Premier ministre François Fillon nous l'avait écrit quelques jours avant pour nous demander de lancer des évaluations complémentaires de sûreté. Alors, un club de chefs d'autorité qui s'appelle WENRA avait anticipé, nous avions commencé à rédiger un cahier des charges. Le cahier des charges a été approuvé et le processus stress test évaluation complémentaire de sûreté a été lancé. Au niveau européen, il a été lancé sur les seuls réacteurs de puissance. Au niveau français, nous avons décidé de l'étendre. Au niveau français, l'évaluation complémentaire de sûreté comportait à la fois sur les réacteurs de puissance et sur l'ensemble des installations concernées par Fukushima, ça veut dire en particulier les installations comportant des piscines avec du combustible usé. Donc nous avons porté les évaluations dans un premier temps, non pas sur les 59 réacteurs de puissance, mais sur 80 installations. Quand je dis 59 réacteurs de puissance, ça veut dire qu'on fait porter les évaluations complémentaires de sûreté aussi bien sur les 58 réacteurs en fonctionnement que sur le réacteur EPR à Flamanville. Et puis, deuxième extension que nous avons décidé en France, c'est de donner un poids particulier à tout ce qui est facteurs sociaux, humains et organisationnels. Nous l'avons fait parce que ça nous paraissait tout à fait fondé et nous l'avons fait à la demande d'un certain nombre de parties prenantes, dont très clairement les syndicats. Alors, nous n'avons pas encore traité ce sujet facteurs sociaux, humains et organisationnels, mais il est clair qu'à nos yeux que c'est un point tout à fait important. Alors, nous avons lancé le processus en France en demandant un rapport aux exploitants en réponse à un cahier des charges dont j'ai dit qu'il avait été élaboré au niveau européen. Le rapport aux exploitants a été fourni en septembre. Nous l'avons fait analyser par notre expert technique, l'IRSN. Nous l'avons fait analyser par nos groupes permanents d'experts. Et avec une très large ouverture de l'expertise. La réunion des groupes permanents a réuni plus de 200 personnes pendant 3 jours. Et nous avons demandé l'avis d'experts français, étrangers, l'avis d'associations environnementales, très large participation. Ça nous a conduit à une prise de position que nous avons rendue publique le 3 janvier.
Le 3 janvier, j'ai remis mon rapport au Premier ministre à 11 h et nous avons tenu une conférence de presse en début d'après-midi. Alors, que résulte-t-il de cette prise de position de la SN? Il résulte un certain nombre de prises de position, qui sont des prises de position de principe, que nous attachons maintenant à traduire en décisions juridiquement opposables. Alors, au principal, pour les réacteurs de puissance, 3 choses. Un noyau dur, un concept qui a été proposé par EDF, mis en forme par l'IRSN, et qui consiste à dire que dans une installation nucléaire, et en particulier une centrale, il y a une partie qui doit encore mieux résister que le reste aux agressions externes. Ça vise en particulier un centre de gestion de crise bunkérisé et un diesel d'ultime secours bunkérisé, mais en particulier. Deuxième sujet, la force d'action ou d'intervention rapide proposée par EDF. Ça nous paraît une bonne idée, c'est-à-dire la capacité de projeter sur un site où un accident grave interviendrait, de projeter en même temps des personnes compétentes et du matériel supplémentaire. Et puis troisième point, des études de faisabilité de dispositifs supplémentaires de protection de l'eau souterraine en cas d'accident grave. C'est un sujet plus délicat techniquement, mais que nous paraît s'imposer. Alors ça, c'est ce que nous avons indiqué être notre prise de position, c'est ce que nous traduisons, nous allons traduire en décision. Nous avons préparé des projets de décision, la loi de transparence et sécurité en matière nucléaire nous l'impose de consulter EDF, on a consulté EDF. Ce matin d'ailleurs, nous avions, nous, le collège de la SN, une audition d'EDF sur ces sujets-là. Nous allons prendre nos décisions d'ici le mois de juin. Alors, par définition, les décisions précises ne sont pas encore prises. Nous attendons les observations d'EDF et puis nous prendrons ensuite notre position. Sur les coûts résultants de ceci, nous disposons d'une évaluation sommaire qui a été avancée par EDF et qui consiste à dire que le coût de l'ensemble des mesures que nous imposerons sans doute, mais vous voyez, encore une fois, les décisions ne sont pas prises, le détail n'est pas connu, c'est donc une évaluation très sommaire et de l'ordre de 10 milliards d'euros. Bon, nous n'avons pas d'éléments permettant de mettre en doute cette somme qui nous paraît, je dirais, grosso modo assez vraisemblable compte tenu de ce qu'on croit savoir des différents éléments en cause. Voilà sur ce point. La troisième question qui nous est posée concerne les conclusions du rapport de la Cour des comptes rendu public en janvier 2012. Alors sur ce point-là, je dois d'abord commencer par dire que nous avons travaillé très étroitement en liaison avec la Cour des comptes. Nous avons été auditionnés par la Cour des comptes, nous lui avons fourni un certain nombre d'éléments, nous avons répondu à son projet d'observation et nous y avons répondu d'autant plus volontiers que nous avions le sentiment que la Cour des comptes faisait un travail de fond qui était depuis longtemps nécessaire. Parce que nous nous trouvons effectivement en France face à un certain nombre de charges et de coûts importants, qu'il s'agisse du démantèlement, qu'il s'agisse de la gestion du déchet, qu'il s'agisse du provisionnement, qui, à nos yeux, n'ont fait l'objet d'études que relativement imparfaites ou incertaines ou grossières. Et nous avons le sentiment que sur un certain nombre de sujets, la Cour des comptes a porté sa capacité d'investigation et son expertise. Et donc je dirais que nous partageons très largement l'ensemble des conclusions de la Cour des comptes. Une des conclusions importantes, c'est qu'il n'y a pas de coûts masqués, mais une des conclusions importantes, c'est qu'il y a un certain nombre de coûts dont il faut très sûrement préciser le montant. Un des points étant en particulier le coût du futur stockage de Bure s'il est autorisé, qui est clairement la dépense la plus massive dans le champ. Mais il faut également préciser le coût du démantèlement, il y a un certain nombre de choses de ce genre à préciser. Et il y a très sûrement matière à investigation. J'ajoute qu'un des points qui nous paraissent les plus importants est celui de la couverture financière des charges futures. C'est un point que nous avions déjà relevé, sur lequel nous étions déjà manifestés, et sur lequel la Cour a insisté. La loi du 28 juin 2006 sur la gestion des déchets est tout à fait claire. Elle demande que les provisions pour l'ensemble des charges d'avenir soient gagées par des actifs qui soient suffisamment sûrs et suffisamment liquides. Et nous voyons comme quelque chose d'anormal, comme une façon de tourner la loi, le fait que très régulièrement le gouvernement s'attache à contourner les dispositions de cette loi en permettant que parmi les gages de ces provisions figurent
des actions de filiales où figurent même des engagements de l'État, dont on sait malheureusement parfois ce qu'ils valent. Encore une fois, la loi disait tout à fait clairement, il faut des actifs, de vrais actifs mobilisables et sûrs. Le quatrième point que vous avez soulevé concerne les accidents nucléaires. Alors là, je commence par une affirmation qui est une affirmation constante de l'ASN depuis qu'elle a été créée. C'est que personne ne peut garantir qu'il n'y aura jamais d'accident nucléaire en France. On peut le dire sous une deuxième forme. On peut le dire qu'un accident en France ne peut jamais être exclu. On peut le dire sous une troisième forme. L'improbable est possible, mais de toute façon, ça conduit au fait que personne ne peut garantir qu'il n'y aura jamais d'accident nucléaire en France. À plus forte raison, personne ne peut-il garantir qu'il n'y aura jamais d'accident nucléaire en Europe. Donc c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Alors, nous, de notre côté, nous l'avons tenu compte de deux façons. Premièrement, en multipliant l'exercice de sûreté nucléaire. Nous en menons 10 à 12 par an, en essayant de mobiliser autant que possible l'ensemble des parties prenantes, en y associant, quand c'est possible, des exercices d'évacuation, même à portée limitée. Et puis une deuxième façon pour nous de manifester ce souci a été de réfléchir au post-accidentel. Nous avons demandé au Premier ministre en 2005, vous voyez que ce n'est pas hier, de nous confier une mission de réflexion sur le post-accidentel, c'est-à-dire la gestion de tout ce qui suit un accident. Ça veut dire la gestion des populations éventuellement évacuées, la gestion des territoires, la gestion des récoltes, la gestion du bâti, la gestion de l'eau. C'est une réflexion extraordinairement difficile. À ma connaissance, la France est le seul pays où cette réflexion est menée. Réflexion extrêmement difficile. Nous avons tenu 2 colloques internationaux, nous allons prochainement publier un rapport proposant des mesures au gouvernement. Mais le fait que nous ayons lancé cette étude de façon parfaitement publique, 300 ou 400 personnes y participent, montre bien que pour nous, la possibilité d'un accident nucléaire est tout à fait présente dans le champ. Voilà ce que je souhaitais dire initialement. Alors, deuxième point, c'est le coût d'un accident nucléaire. Je crois qu'il faut vraiment se faire une idée de ce que c'est que le coût possible d'un accident nucléaire. Il y a quelques estimations préliminaires de l'IRSN qui montraient que pour un accident modéré, le coût moyen pouvait être de 70 milliards d'euros. Et le coût estimé de l'accident de Fukushima ou de Tchernobyl, ce n'est pas du tout facile, compte tenu du fait qu'il s'agit de chiffrer des dommages causés à des populations, avec mort ou sans mort. À combien chiffrez-vous le fait d'avoir évacué un territoire, d'avoir évacué des personnes? Mais l'ordre de grandeur est probablement de 600 milliards à 1000 milliards d'euros. Alors, de façon à confirmer ces estimations, nous avons essayé de passer commande d'une étude à ce sujet en novembre dernier. Personne n'a soumissionné pour faire cette étude. Et ça me paraît renvoyer à quelque chose, c'est vrai, qui est quelque chose d'important, c'est-à-dire que sur un certain nombre de sujets, il n'y a pas le terreau de compétences ou de laboratoires ou de centres d'études nécessaires pour se lancer dans les études nécessaires. Encore une fois, l'IRSN a commencé à le faire, mais je crois qu'il est tout à fait important que des études soient développées, si possible d'ailleurs des études contradictoires, indépendantes, pour qu'il y ait le début d'un débat. Qu'est-ce que c'est que le coût d'un accident nucléaire? La responsabilité nucléaire civile, qu'est-ce que ça veut dire? Est-il possible d'imaginer de couvrir ça par l'assurance? Est-ce que ça a un sens face à des montants de ce genre? Avec Jean-Christophe Niel, nous étions il y a 10 jours à Washington. Nous avons participé à un séminaire à l'université George Washington. Et j'étais très frappé de voir qu'un économiste fondamentalement libéral finissait sa présentation sur l'accident nucléaire en disant il y a un niveau de risque d'accident nucléaire où seul l'État, s'il est assez fort et puissant, peut, in fine, se mettre en face du risque. Et on voit bien que si un accident comme Fukushima survenait en Slovénie, l'État slovène n'y résisterait pas. Alors, par rapport à ça, c'est le problème des montants plafonds de responsabilité nucléaire civile qui figure dans la question, est un problème qui est important, mais ce n'est pas le problème majeur. Alors, il est tout à fait clair que nous considérons comme une bonne chose que le gouvernement ait déposé un projet de loi au Sénat qui tente à porter le plafond de la responsabilité de l'exploitant nucléaire de 91,5 millions d'euros à 700 millions d'euros. Mais vous voyez que ça ne couvre qu'une partie du champ. Ça couvre la partie basse du champ.
Et encore une fois, en conclusion, mais c'est un peu la même conclusion, c'est vrai que celle que j'avais sur les sujets démantèlement, je pense qu'il y a tout à fait matière à un certain nombre d'études, d'abord sans doute peu cohérentes, et puis qui peu à peu, par débat, peuvent converger. Et puis la dernière question que vous posez est celle de la planification de la durée de fonctionnement des centrales et de la politique énergétique. Alors peut-être un mot de vocabulaire, mais qui n'est pas innocent. Nous abstenons de parler de durée de vie des centrales. Nous parlons de durée de fonctionnement. Parce que pour nous, la durée de vie, c'est l'ensemble, durée de construction, plus durée de fonctionnement, plus durée de démantèlement. Donc nous parlons de durée de fonctionnement. Alors, quelle est la règle en France? Quand une autorisation est donnée, l'autorisation est donnée sans limitation explicite dans le temps. L'autorisation est donnée tant que l'installation peut être considérée comme sûre. Et le fait que l'installation est sûre est vérifié, je dirais, au jour le jour, par un certain nombre d'inspections que nous pratiquons. Nous pratiquons 1000 inspections par an sur les installations nucléaires. 1000 par an. Sur l'ensemble. Dont plus de la moitié sur EDF. Oui, 450 ou 500 sur EDF. Donc nous pratiquons des inspections au jour le jour, nous réagissons quand il y a un incident ou un accident, nous faisons du retour d'expérience quand on apprend quelque chose à l'étranger, ça je dirais c'est au jour le jour. Et puis il y a un rendez-vous plus solennel sous forme de règlement de sûreté périodique tous les 10 ans. On appelle souvent ça visite décennale. Ça veut donc dire que tous les 10 ans, nous vérifions deux choses. Nous vérifions si l'installation est conforme à son référentiel, donc est-ce que l'information est conforme aux règles qui s'appliquent à elle. Donc nous vérifions si tel ou tel composant a vieilli, nous vérifions s'il n'y a pas tel ou tel défaut qui apparaît dans le béton, nous vérifions, etc. Vérification de conformité. Et puis nous faisons par ailleurs une réévaluation de sûreté. C'est-à-dire nous disons, ben voilà l'installation telle qu'elle est, comment se compare-t-elle à des installations plus récentes et plus sûres? Et donc nous demandons à l'exploitant d'essayer de faire progresser la sûreté de son exploitation au regard de références plus récentes. Je prends l'exemple typique, vous savez, un réacteur 900 MW, tous les 10 ans, nous demandons qu'est-ce qui, parmi les objectifs de sûreté du réacteur EPR, peut être appliqué raisonnablement à ce réacteur. Donc vous voyez, deux objectifs, conformité et réévaluation de sûreté. Ça veut donc dire, c'est vrai que nous pouvons être amenés à prendre la décision de fermer un réacteur, aussi bien tous les 10 ans, de façon un peu solennelle, ou en disant au bout de 10 ans, vraiment, nous ne voyons pas continuer plus de 5 ans, mais nous pouvons le prendre au jour le jour. Et une des caractéristiques du parc français, c'est qu'il est extrêmement standardisé. Alors l'avantage d'un parc standardisé est clair. D'abord, il est économique, mais ça concerne essentiellement EDF. Et puis deuxièmement, chaque fois qu'on trouve quelque chose à améliorer, chaque fois qu'il y a du retour d'expérience à faire, on peut l'appliquer à l'ensemble des réacteurs et donc améliorer la sûreté du parc. La contrepartie, c'est qu'on peut se trouver un jour face à un incident ou un pépin ou un défaut grave affectant l'ensemble du parc. Et à ce moment-là, je dirais, la nation se trouve dans un état difficile que je caractériserai par quelque chose qui illustre bien le propos. Le président de l'autorité de sûreté nucléaire allant voir, suivant l'ère du temps, le président de la République ou le Premier ministre, et lui disant, écoutez, là, il y a un choix que je ne peux pas faire. Il s'agit de savoir si on coupe l'électricité ou si on accepte que les réacteurs fonctionnent dans un état de sûreté dégradé. Alors nous faisons tout pour éviter qu'il en soit ainsi. Chaque fois qu'on trouve un défaut, nous demandons s'il est générique, on essaie de le prévenir. Mais ça veut donc dire, c'est vrai qu'il y a la possibilité que les installations soient arrêtées de façon unitaire ou collective à tout moment et en particulier à l'occasion des règlements décennaux. Tout ceci n'a de sens que si on peut faire fonctionner la mécanique comme je viens de dire. C'est-à-dire que si il y a une politique énergétique suffisante pour permettre effectivement d'éviter un conflit entre sûreté nucléaire et sécurité énergétique. Et notre souci est bien celui-là. Nous avons par moments le sentiment que, faute d'investir dans de nouvelles capacités de production, et peu nous importe qu'elles soient nucléaires ou autres, faute d'investir dans de nouvelles capacités de production, la France risque de se trouver dans une situation où il peut y avoir un conflit entre le maintien en fonctionnement d'une partie du parc nucléaire et l'approvisionnement français. Alors nous disons que nous craignons qu'un conflit de ce genre arrive,
Parce que la Cour des comptes va plus loin, elle dit que d'ores et déjà, il y a une décision implicite de prolongation de la durée de fonctionnement du parc nucléaire, faute de capacité alternative. Mais c'est clairement pour nous un souci important. Et vous voyez bien que le point pour nous, c'est que le rendez-vous des 10 ans est solennel, il est loin d'épuiser le nombre des occasions où nous pouvons être amenés à dire cette telle ou telle centrale a vocation à fermer. Voilà, Monsieur le Président, de façon sommaire, un premier round de réponse à vos questions. Sommaire mais précise, Monsieur le Président. Je vous remercie. Moi, j'ai 4 questions très précises et courtes à vous demander, mais avant, je voudrais demander au rapporteur s'il a eu réponse à ces questions ou s'il a besoin d'un complément de précision. Les deux, mon Président. Vas-y. Monsieur Lacoste, à mon tour, je vous remercie pour la précision et même la franchise de vos réponses. Et vous avez marqué, et moi ce qui me retient, donc c'est, vous avez répondu assez précisément aux questions, mais vous avez mis le dos, vous avez parlé d'être à certains moments inconfortable intellectuellement. Alors je retiens ce mot dans le sens que j'imagine, pour trois exemples, enfin pas 3 exemples, mais 3 précisions que je vous demande. Le matériel pour inspecter les endroits sensibles où on ne peut pas accéder. J'ai vu d'un petit film, effectivement, vos inspecteurs, je crois, aller à Brénélis et regarder les sacs qui étaient chargés pour les déchets, demander à ce qu'ils soient refaits. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien, mais vous ne pouvez pas avoir la même démarche lorsque vous allez dans la cuve. Donc qui est garant du matériel que vous mettez du contrôle? Est-ce que c'est fait par EDF? Donc à ce moment-là, quelle est, disons, la marge d'autonomie que vous avez pour un contrôle technique dans les endroits inaccessibles, on va dire. Bon, voilà, j'avais besoin de ces questions-là. Deuxième question. Lorsque vous dites, après Fukushima, nous avons des choses nouvelles à voir, et y compris, vous dites, il nous faut au moins des fois 5 ou 6 années pour bien comprendre, mais est-ce que ça ne fait pas drôle pour... drôle et mal utilisé, mais est-ce que ça ne pose pas beaucoup de questions de voir que des choses que vous croyez avoir résolues en tant qu'autorité de sûreté, eh bien, se montrent que dans ce qui se passe, c'est des choses imprévisibles qui... Alors, est-ce que... Enfin, je ne sais pas quelle est la méthode que vous avez par rapport à des choses nouvelles qui arrivent que vous n'aviez pas prévues et par rapport à l'avenir, de dire est-ce que cela peut se faire, comment... qu'en est-il? Et je relis ça à votre dernière interrogation, et je vous en remercie de l'avoir posée aussi franchement. Vous avez dit, au bout d'un moment, s'il n'y a pas être sûr qu'au niveau énergétique, on ait suffisamment la sécurité énergétique, vous avez employé ce mot-là, eh bien, on sera plus ou moins poussé, on va dire, ou incité, ou à dire que, ben, ma foi, c'est... il faut quand même continuer l'exploitation. Alors, je vous remercie de cette franchise parce que souvent, quand on demande aux gens, mais faut-il poursuivre la durée de vie de fonctionnement, enfin la durée de fonctionnement, ils nous disent, mais il y a l'autorité de sûreté nucléaire. Et vous, aujourd'hui, vous nous dites, oui, mais nous aussi, on peut être soumis, non pas que techniquement, s'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, mais vous dites, vous pouvez être soumis à un choix qui devrait normalement pas relever de votre fonction et que vous êtes amené à choisir parfois entre la sécurité énergétique et une haute sécurité nucléaire. Enfin, j'ai cru comprendre ça. Donc c'était pour définir un petit peu mieux cette notion d'inconfortable intellectuellement dans lequel vous vous situez. Merci, Monsieur le rapporteur. Il y a pas mal de questions, je crois. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. D'abord, sur la première question, c'est comment vérifie-t-on l'état du matériel ou l'état de l'installation ou l'état de la centrale dans des endroits sensibles? Alors, il y a un premier point sur lequel il faut être clair. C'est un principe fondamental de la sûreté nucléaire. Il est exprimé dans les safety fondamentales de l'AIEA. Il est exprimé dans la loi TSN. Le premier responsable de la sûreté de la centrale, c'est EDF. Et si l'exploitant est considéré globalement comme non fiable, c'est extrêmement clair. On doit lui retirer sa licence d'exploitation. C'est tout à fait clair. Donc je dirais, il est tout à fait normal que
au premier degré, que ce soit EDF qui est à charge de vérifier l'état de ses installations, de vérifier l'état de son matériel, de faire l'ensemble des mesures. Alors nous avons des moyens de vérification, nous avons des moyens de vérification avec l'assistance technique de l'IRSN, nous pouvons faire appel à des tierces parties. Alors je prends un exemple, c'est le bétonnage de Flamanville 3. Nous ne sommes pas directement experts en bétonnage, il y a à l'IRSN des gens compétents auxquels on a fait appel. Donc nous ne sommes pas dépourvus. Je prends un autre exemple, quand il s'agit de prendre parti sur la capacité de la cuve des réacteurs à aller au-delà de 30 ans, il y a un débat sur un certain nombre d'éléments. Le débat est nourri par rapport d'une de nos divisions spécialisées, qui est la division d'équipements sous pression. C'est analysé par un groupe d'experts dans lesquels il y a des experts français et étrangers, et que nous fournit un certain nombre d'éléments. Donc je ne nous sens pas dépourvus du point de vue technique. Hein. Mais encore une fois, ceci ne marche que si nous sommes amenés à considérer, et c'est le cas qu'en face de nous, nous avons des exploitants qui sont dignes d'une certaine confiance, pas d'une confiance, mais d'une certaine confiance. Et encore une fois, si cette certaine confiance n'existe pas, il ne reste qu'une solution, c'est on enlève la licence d'exploiter. Deuxième question que vous posez, c'est également une question de fond. N'est-il pas drôle, hein, je prends votre adjectif, de constater que nous sommes amenés à regarder un certain nombre d'éléments nouveaux après Fukushima. Alors, premier élément, vous savez, je crois que quand il survient quelque chose comme Fukushima, il ne faut pas avoir de réflexe d'orgueil consistant à dire je refuse de regarder les choses ou je refuse de reconnaître qu'il y a des éléments nouveaux. Je crois que l'orgueil est extraordinairement mauvais conseiller sur ce genre de sujet. Mais permettez-vous une anecdote. Il est survenu récemment un incident que je considère comme grave en Corée du Sud. Bon, l'incident considéré comme grave en Corée du Sud a été masqué par l'opérateur pour un motif qui semble, autant qu'on le sache, être celui de l'honneur national. C'est intéressant de voir à quoi peut conduire un concept dévié de l'honneur national. Donc, Fukushima est intervenu. Nous ne sommes pas sûrs d'avoir tout compris. Nous prenons les mesures qui nous paraissent les plus immédiates, sans faux d'orgueil. Alors, je prends un exemple. Un certain nombre de gens l'ont dit. Le tsunami. Enfin, il y a 3 sujets qui sont étudiés via les évaluations complémentaires sûreté, les agressions naturelles, tsunami, tremblements de terre, inondations, etc. Deuxième sujet, perte d'alimentation électrique, perte de refroidissement. Et troisième sujet, gestion de crise. Un certain nombre de gens l'ont dit, les tsunamis, c'est pas crédible en Europe. Réponse, dans un pays comme la France, l'équivalent de tsunami, c'est l'hypothèse, la rupture d'un certain nombre de barrages consécutifs sur des cours d'eau. Nous regardons ça. Jusqu'à présent, on considérait que c'était tellement improbable qu'on ne le prenait pas en compte. Sans fausse honte, nous disons il faut le prendre en compte. Et ainsi de suite. C'est encore une fois, pas de réaction de faux orgueil. Il y a des choses à apprendre de Fukushima, au moins dans la version actuelle. Je continue. Il peut nous survenir des choses désagréables sur le plan intellectuel. Pour le moment, la lecture de Fukushima, c'est le tsunami qui a été le plus dévastateur. Le tremblement de terre ne l'a pas tellement été. Au fil du temps, on peut apprendre qu'il n'en était pas ainsi. Mais encore une fois, à nous de tirer le retour d'expérience aussi profondément qu'il est possible. Et encore une fois, sans fausse pudeur, sans fausse honte. Et c'est la même chose que font nos collègues étrangers. Alors, le troisième point que vous évoquez, c'est la sécurité énergétique. C'est tout à fait clair que pour nous, le sujet que j'ai abordé, que vous l'avez repris, est un sujet fondamental. Il y a simplement un point sur lequel je corrigerai peut-être ce que vous l'avez dit. Si un jour, il y avait un conflit patent entre le maintien en fonctionnement de réacteurs qui ne seraient pas suffisamment sûrs à nos yeux et l'approvisionnement électrique de la France, c'est tout à fait clair que ce n'est pas l'autorité de sûreté qui prendrait parti. C'est trop capital, ce n'est pas à nous de prendre l'ensemble des décisions pour le bonheur du monde. Je pense que nous rapporterions, encore une fois, au Premier ministre, au Président de la République, et mon sentiment, c'est que c'est typiquement un sujet sur lequel c'est soit au plus haut niveau de l'exécutif, soit au Parlement de prendre parti. Mais à l'évidence, il y a des limites à la responsabilité que nous pouvons prendre. Merci, Monsieur le Président. J'ai 4 questions ensuite. Madame Rossignol, Monsieur Dantec, Madame Schurch et peut-être d'autres ensuite. Et Jean-Claude. Très bien, mais je ne l'ai pas. Excuse-moi, Jean-Claude, je n'avais pas vu. Première question. Concernant, je vous ai bien entendu sur ce que vous avez dit à propos de vos contrôles, pas décennaux, mais vos contrôles inopinés. Il y a régulièrement des incidents sur nos centrales.
Comment est-ce que l'ASN intervient? Parce que les incidents sont gradués de 1 à 7, je crois. 1, c'est tout petit incident. Est-ce que même lors des incidents 1, systématiquement, l'ASN va sur place, soit immédiatement, soit plus tard? Deuxième question. Vous avez, à propos des provisions, vous avez dit le fait que EDF ait gagé ses provisions sur des actions RTE, ça ne sont pas des vrais actifs. Je veux bien que vous précisiez votre pensée. C'est un jugement que vous portez là-dessus. Pourquoi? Pourquoi avez-vous... Troisième question. Permettez-vous, je n'ai pas saisi une partie de votre question. Vous avez dit que le fait que EDF, pour ses provisions, ait gagé les actions des RTE, ça n'était pas des vrais actifs gagés. Donc j'aimerais que vous nous précisiez un petit peu votre pensée derrière cela. Troisième question. Concernant votre mission que vous avez fait rapidement auprès des 19... efficacement, vous avez rapidement rempli votre mission des travaux nécessaires, des travaux de sûreté nécessaires post-Fukushima. Vous estimez 18 milliards. J'ai beaucoup aimé votre honnêteté en disant estimation sommaire. Et notamment, vous avez dit pour deux raisons. Il n'est pas impossible que ça bouge, mais à mon avis, ça peut bouger qu'à la hausse en fonction des réponses que vous donnera l'exploitant sur l'ensemble de vos observations, ça risque d'augmenter un petit peu. Et puis, seconde augmentation, qui elle ne sera pas immédiate, mais qui risque de s'étendre dans le temps, c'est ce que j'appelle le retour d'expérience. Vous avez bien dit que Fukushima va probablement encore bouger, enfin nous tirerons des leçons de ce qui s'est passé là-bas pendant non pas 6 ans comme à 3 Mile Island, mais peut-être plus 9 ans. Là, j'aimerais bien un tout petit peu avoir votre sentiment. C'est impossible d'avoir une estimation, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'addition risque d'augmenter au fur et à mesure qu'on en tirera des leçons. Dernière question. L'Europe. Là, j'aimerais un avis de l'autorité que vous représentez et pour lequel j'ai beaucoup de respect. L'Europe, à un moment, a voulu que ce soit à leur niveau qui est le contrôle post-Fukushima. La France, le gouvernement français n'est pas le seul, a réagi assez vivement en disant écoutez, nous savons prendre nos responsabilités, nous avons une autorité de sûreté en laquelle nous avons tout à fait confiance et que nous considérons comme compétente, c'est nous qui allons faire cette évaluation. Mais malgré tout, j'aimerais avoir votre avis. Le, entre guillemets, avantage, inconvénient, parce que je partage l'avis du gouvernement sur vos compétences et l'autorité et la manière indépendante dont vous l'assurez, mais peut-être que ça aurait été utile qu'il y ait un contrôle, peut-être un peu plus européen, je ne pense pas tellement à la France, mais dans certains pays où l'autorité de sûreté n'a ni vos moyens, ni vos compétences. Merci, Monsieur le Président. Je reprends dans l'ordre les 4 questions que vous avez posées. Sur la première, les incidents qui surviennent sur les centrales, alors ils sont cotés suivant une échelle qui va en fait de 0 à 8. Alors, pour nous, il importe de les classer ou de les coter rapidement. Nous utilisons l'échelle INES, qui est une échelle de communication. Ce n'est pas une échelle technique. Donc, pour nous, il est hors de question d'attendre 3 mois pour classer ex post. On classe aussi vite que possible. Un mot là aussi pour regarder ce qui s'est passé à Fukushima. Les Japonais ont systématiquement classé l'importance de l'événement avec retard, en commençant au niveau 4, en allant jusqu'au niveau 6, puis au dernier moment, passant à un niveau 7 qui n'est pas justifié. Nous, d'emblée, dans la communication de la SN, nous l'avons dit 2 ou 3 jours après le début de l'accident, si c'était survenu en France, nous considérerions que c'est plus important que Three Mile Island, moins important que Tchernobyl. Et d'emblée, on a dit, nous le classerions au niveau 6. Et une fois que vous prenez une décision de ce genre, vous êtes beaucoup plus à l'aise pour communiquer, parce que d'emblée, vous l'avez reconnu que c'est quelque chose qui est majeur. Bon, c'est simplement une incidente. Donc, nous veillons à ce que les exploitants nous proposent un classement, nous vérifions ce qu'il en est, et c'est nous qui, in fine, arrêtons le classement. Chaque année en France, il y a à peu près 140 incidents de niveau 1 sur les installations nucléaires. Quelques-uns sur les transports, à peu près 140 sur les installations nucléaires. Alors, chacun des incidents de niveau 1 fait effectivement l'objet d'inspections de notre part. Sur les 1000 inspections à peu près que j'évoquais, il y en a à peu près 20 à 25% qui sont inopinées. C'est-à-dire, on va regarder ce qui se passe sans prévenir. D'autres sont thématiques,
Certaines sont réactives, c'est-à-dire après un accident. D'autres sont une inspection de revue, c'est-à-dire qu'on lâche une nuée d'inspecteurs sur un site pour regarder les choses font en compte, donc toute une gamme, mais en particulier l'inspection réactive après un incident. J'ajoute que c'est ce genre d'inspection qui nous amène parfois à reclasser après coup un incident en disant fondamentalement il est plus grave qu'il n'avait été vu initialement. Voilà sur les incidents. J'ajoute que nous avons une façon d'utiliser le classement de l'échelle INES qui est considérée à l'étranger comme rude. Enfin, à nos yeux c'est fondé, mais c'est rude. Sur les provisions, ce qui nous a choqué sur un certain nombre d'épisodes récents, c'est deux choses. D'une part, le fait que quand le gouvernement butait sur le fait qu'il fallait des provisions correspondant à l'esprit de la loi, on prenait un décret permettant, à mes yeux, de tourner un peu l'esprit de la loi. C'est typiquement le cas des actions de RTE. Et puis par ailleurs, il y a des choses qui me paraissent rigoureusement contraires à la loi. Je prends le CEA. Une partie des provisions pour démantèlement du CEA se sont transformées en créances sur l'État. Bon, je crois qu'un certain nombre d'entre nous ne se feront pas une idée très haute de la valeur d'une créance sur l'État sur un sujet de ce genre. Et nous l'avons eu historiquement un certain nombre d'épisodes où le financement, par exemple, du démantèlement de l'installation nucléaire a été en grand péril, faute de financement, parce que c'est un financement qui devait être assuré directement par l'État. C'est ça, c'est vrai, qui nous fait peur. Le démantèlement est un sujet important, c'est un sujet de long terme, et quand on commence un démantèlement, il faut être sûr de pouvoir le mener jusqu'à son terme. Si on commence à émietter le démantèlement en épisodes correspondant au moment où c'est financé, il est clair qu'on se met dans une situation, très inefficace, et deuxièmement, pendable. Voilà ce que j'avais en tête. Mais encore une fois, l'épisode action de RTE me paraît moins grave que l'épisode créance sur l'État. Mais de toute façon, c'est une façon de contourner l'esprit de la loi. Oui, mais c'est vraiment... Vous avez vous-même participé au vote de la loi. J'y ai été en tant que fonctionnaire. C'était pas du tout l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'était des actifs en tant que tels. Et j'ajoute qu'il y a une troisième catégorie de choses qui sont des créances croisées entre exploitants nucléaires, qui sont actuellement admises comme provision, ce qui n'est pas du tout, là aussi, l'esprit de la loi. Sur l'évaluation des dépenses ou des coûts que les mesures que nous avons imposées à EDF vont représenter, je vous ai dit que c'était une évaluation préliminaire. Donc, encore une fois, nous n'avons pas encore pris les décisions. Nous allons les prendre d'ici le 30 juin. Donc, on ne peut pas être très précis. J'ai simplement le sentiment, mais vous voyez, j'utilise un terme que vous pourrez qualifier de qualitatif, j'ai le sentiment qu'une évaluation de l'ordre de 10 milliards de francs est le bon ordre de grandeur. Mais je ne peux absolument pas vous garantir que ce ne sera pas 8 ou pas 12 ou quelque chose comme ça. Mais l'ordre de grandeur est clairement, à mes yeux, le bon. Puis dernier mot sur l'Europe. C'est une discussion que nous avions déjà eue lors d'un épisode précédent. Je ne sais pas si vous en souvenez, Monsieur le Président. Il me semble qu'une des difficultés d'un contrôle européen en matière de sûreté nucléaire tient au fait que les installations nucléaires sont l'objet qui ne sont pas seulement techniques mais politiques. Vous avez des pays qui sont contre le nucléaire, vous avez des partis qui sont contre le nucléaire. À ma connaissance, vous n'avez pas de pays ou de partis qui sont contre l'industrie chimique ou l'industrie métallurgique. Et ça veut donc dire que dans un certain nombre de cas, le nucléaire est considéré comme quelque chose entraînant la nécessité de positions politiques pour ou contre. Et à mes yeux, le nucléaire ressemble beaucoup aux organismes génétiquement modifiés. C'est très frappant. Il y a un exemple d'un secteur où il a été pris le parti de donner du pouvoir à l'Europe, qui est l'autorisation des organismes génétiquement modifiés. Donc Bruxelles peut autoriser des semences. C'est fascinant de voir comment ça se passe. Et c'est fascinant de voir combien, dès qu'un pays considère que la décision de Bruxelles ne lui plaît pas, il s'attache à prendre des mesures réglementaires pour, alors soyons polis, contourner, soyons là aussi plus rudes, heurter la disposition bruxelloise. Et mon sentiment, c'est que sur des objets comme les centrales nucléaires ou les installations nucléaires, nous pouvons tout à fait trouver une situation de ce genre. Un pays considérant que faire tourner une centrale nucléaire ou continuer à faire tourner peut tout à fait justifier qu'il n'obéisse pas du tout à une injonction supposée de Bruxelles.
C'est ça que j'ai en tête. Alors, ça n'empêche pas du tout qu'il faille, dans l'état actuel des choses, essayer de s'harmoniser autant que possible, essayer d'être aussi cohérent que possible. Alors, une des façons de faire a été, après la décision du Conseil européen, que le cahier des charges qui a été appliqué au stress test ou l'évaluation complémentaire de sûreté est un cahier des charges unique, qui a été élaboré par une association de chefs d'autorité, ONRA, qui a été approuvé par l'ENSREG et la Commission. Donc, il y a un cahier des charges unique. Il y a des rapports nationaux. Dans leur majorité, ils ont été faits de façon tout à fait sérieuse. Et il y a un processus de revue par les pairs, de peer review, qui est actuellement en cours. Il y a 17 rapports nationaux. Il y a 15 rapports de pays de l'Union européenne. Il y a un rapport de la Suisse et un rapport de l'Ukraine. Ça fait 17 rapports. Ils sont soumis à une revue par les pairs. Cette revue par les pairs mobilise, je crois, 200 experts et est menée par un des commissaires de l'autorité de sûreté nucléaire française, qui s'appelle Philippe Jamet, donc qui est l'un des commissaires, et qui a été directeur de la sûreté nucléaire à l'AIEA, donc qui est féru en matière internationale. Et cette revue par les pairs prend les 17 rapports nationaux, les coupe en tranches. Le sujet de l'agression naturelle, le sujet des pertes de fonctions de sûreté, le sujet de la gestion de crise. Cette revue par les pairs comporte une visite dans chaque pays, une visite de centrale, et doit aboutir à un rapport du board des stress tests, pardon de parler franglais, qui est en cours d'élaboration et qui va être présenté à l'ENSREG, une commission créée par la Commission le 25 avril, et qui doit servir de base au rapport que la Commission va donner au Conseil européen. Il y a donc un processus d'harmonisation tout à fait clair. J'ajoute que ce processus a pour but de parvenir, si possible, à quelques recommandations, 4 ou 5 idées, sur lesquelles le Conseil européen peut tout à fait dire aux différents pays, écoutez, creusez plus avant l'application de ces 4 ou 5 idées principales dans tel ou tel pays. Nous sommes par exemple très porteurs de l'intérêt du concept noyau dur. Je ne sais pas si ça va être repris, mais c'est typiquement quelque chose qui serait intéressant que chaque pays essaie d'appliquer chez lui. Donc il y a un processus d'harmonisation qui n'est pas extrême, vous voyez, c'est du cas par cas, mais je crois que ça va dans le bon sens. Merci, Monsieur le Président. Le concept noyau dur, c'est la partie de l'installation qui est davantage protégée contre les agressions, c'est-à-dire typiquement le centre de crise bunkérisé et le diesel d'ultime secours, plus un certain nombre d'autres choses. C'était votre point numéro 1. Laurence Rossignol. Monsieur le Président, merci d'abord de votre propos. Je voulais vous poser trois questions. La première, je veux savoir si vous partagez un propos qu'on a entendu ici, qui en fait consisterait à dire qu'il n'y aurait pas de durée de fonctionnement a priori pour un réacteur nucléaire, que c'est au contrôle décennal qu'on peut dire si cet équipement repart pour 10 ans, et c'est la fois suivante qu'on vérifiera s'il peut faire encore 10 ans, et qu'en fin de compte, il n'y a pas d'a priori. Ce propos-là s'appuie sur l'exemple américain, je crois, qui est dans un prolongement assez long. Est-ce que vous partagez cette analyse? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est concernant le bilan que vous faites du rôle de votre institution. Est-ce qu'il vous paraît possible de garantir dans d'autres pays à la fois un nucléaire sûr et une absence d'autorité de sûreté indépendante? Est-ce que dans les pays qui refusent une autorité de sûreté indépendante, on peut penser que le nucléaire pourrait néanmoins être sûr? J'ai entendu ce que vous avez dit tout à l'heure sur la Corée du Sud, mais je crois que la question s'est posée à plusieurs reprises. Je veux savoir quel est votre sentiment là-dessus. Et ma troisième question concerne l'étendue de vos contrôles. Est-ce que vous contrôlez les installations? Ça j'ai compris. Est-ce que vous évaluez aussi les questions de compétences des personnels affectés au fonctionnement des réacteurs, des questions de sous-traitance? Est-ce que ça rentre aussi dans le champ de votre pouvoir de contrôle? Et enfin, dernière question, vous faites un rapport annuel qui est un rapport annuel, je crois, qui est essentiellement sur base déclarative, non? Chaque année, l'autorité de sûreté nucléaire publie un récapitulatif, et c'est sur base déclarative de la part de l'opérateur. Ça suppose un fonctionnement de confiance, c'est ça que vous avez dit. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Alors, sur la durée de fonctionnement, je redis que
Dans l'état actuel du droit français, l'autorisation de création d'une installation est donnée sans indication de limite quantitative dans le temps. L'installation peut fonctionner aussi longtemps qu'elle est considérée comme sûre. Et nous, à SN, nous vérifions qu'elle est sûre, d'une part par jour à jour par des inspections, encore une fois 1000 par an, dont des inspections réactives après incident, et puis par un rendez-vous plus solennel tous les 10 ans. C'est la façon de faire française, c'est généralement la façon de faire européenne, ce n'est pas la façon de faire américaine, et nous attachons à essayer de convertir les Américains à l'idée qu'une révision périodique de sûreté, ce qu'on appelle PSR en anglais, Periodic Safety Review, est une bonne chose. Nous l'avons beaucoup de mal. Un mot là aussi sur le Japon. Le Japon ne pratiquait pas les Periodic Safety Review tous les 10 ans, et tout laisse penser que les réacteurs généraux électriques de Fukushima n'avaient guère bougé depuis l'origine. Je pense qu'en France, des réacteurs de ce genre auraient été mis au goût du jour autant qu'il était possible, au moins tous les 10 ans. Deuxième chose sur le problème de l'indépendance de l'autorité de sûreté. L'indépendance de l'autorité de sûreté est quelque chose qui se construit et qui se conquiert au cours du temps. C'est pour l'autorité française, entre sa création en 1973 et la loi TSN, qui a été votée par l'immense majorité des partis en 2006, il s'est écoulé 33 ans. Il est tout à fait clair que notre indépendance a cru au cours du temps. Elle a d'abord cru de fait, de facto. Je n'ai pas beaucoup souvenir d'avoir reçu beaucoup d'ordres de ministres quand nous dépendions de ministres, et puis elle est devenue déjurée par la loi TSN. Ça se construit pas à pas. Quand je visite un certain nombre d'autres pays, je suis assez frappé de voir qu'ils sont dans l'état intermédiaire. Il y a des pays où l'autorité de sûreté peine encore à sortir de l'équivalent du CEA. Il y a des pays où l'autorité est davantage évoluée. Puis il y a des pays qui me paraissent matures, comme c'est le cas par exemple aux États-Unis, au Canada. Mais c'est le résultat d'un long processus, et un processus qui n'est pas simple, parce que dans beaucoup de pays, le pouvoir politique considère qu'il n'est pas normal de déléguer à une autorité indépendante un pouvoir régalien de ce type. Je vous rappelle qu'en 1999, le Conseil d'État a indiqué, sur un projet de loi créant une autorité administrative indépendante, le Conseil d'État a indiqué au Premier ministre, Lionel Jospin, qu'il n'était pas bien de songer à créer une autorité administrative indépendante sur un domaine aussi fondamental, la sûreté nucléaire. Et le Premier ministre de l'époque a jugé qu'il ne pouvait pas passer outre. Ce qui fait que la loi n'a été votée qu'en 2006. Donc c'est un sujet sensible et politiquement sensible. Je pense qu'il y a une évolution en ce sens. La Corée du Sud vient de créer une autorité qui a vocation à être indépendante. Le Japon va essayer d'améliorer la situation. C'est très difficile. Très, très difficile. Votre question suivante porte sur le point de savoir si nous contrôlons les compétences de la sous-traitance. Oui. Et nous sommes extraordinairement porteurs du fait que la sûreté nucléaire, ce n'est pas uniquement, loin de là, des questions de mécanique, de béton, de construction, mais que c'est fondamentalement une compétence humaine. C'est ce que j'avais évoqué tout à l'heure, facteur humain, socio-organisationnel. Et nous sommes porteurs d'une chose qui est tout à fait fondamentale. Ça veut dire jamais nous utilisons le mot erreur humaine. Nous parlons toujours de facteurs socio-organisationnels et humains, parce que je ne connais aucune personne qui ait pour volonté de faire des erreurs. Très souvent, si la personne fait des erreurs, c'est qu'elle a été mal formée ou qu'elle est dans de mauvaises conditions de travail. C'est fondamental. Et j'ajoute que nous sommes extrêmement porteurs aussi du fait que quand une erreur a été commise, punir la personne n'est pas la chose à faire. Il faut essayer de comprendre pourquoi ça s'est fait. C'est un des sujets que nous allons aborder de nouveau dans le groupe de travail, facteurs socio-organisationnels humains, que nous allons convoquer prochainement dans le cadre des suites de Fukushima. Dernier élément, vous avez évoqué un rapport annuel sur base déclarative que je n'ai pas bien saisi ce que vous évoquez. Nous publions chaque année un rapport annuel, mais qui est le nôtre. Les réponses à vos questions et vos interrogations de l'exploitant sont des réponses déclaratives. C'est ça que voulait dire, je crois, Laurence Rossignol. Nous considérons que l'exploitant a son rôle. C'est quand nous imposons quelque chose à l'exploitant, il doit le faire. Quand nous posons des questions à l'exploitant, il doit répondre, mais à l'évidence, c'est sa responsabilité. Puis à nous de voir ce que nous faisons de sa réponse. Je prends un exemple, c'est vrai que nous publions toutes nos lettres, nous faisons 1000 inspections, nous publions nos 1000 lettres de suite, l'exploitant nous répond. Nous ne publions pas les lettres de l'exploitant sur notre site parce que nous considérons que c'est la responsabilité de l'exploitant.
Mais nous prenons ensuite les décisions qui nous paraissent adéquates. Merci, Monsieur le Président. Ronan Dantec, qui ne va pas faire un exposé, mais qui va poser des questions. Non, mais je ne fais jamais d'exposé, je pose des questions précises, parfois plusieurs, ce qui va être le cas. Première question, concernant ce prolongement des centrales, et j'ai bien noté votre mot sur le fait qu'on a un souci important si jamais demain on était dans une situation de conflit entre sécurité dégradée et fourniture d'électricité. EDF nous annonce aujourd'hui un investissement d'environ 50 milliards pour prolonger le parc actuel de 40 à 60 ans. Donc on a bien compris qu'à votre niveau, tous les 10 ans, vous redonniez une autorisation pour 10 ans. Mais je n'imagine pas, mais vous allez me préciser les choses, qu'il n'y ait pas d'aller-retour entre l'exploitant et vous sur les investissements nécessaires pour obtenir ce prolongement de 20 ans en termes de sécurité. Donc j'aimerais que vous nous expliquiez mieux où vous en êtes de ce dialogue, un peu comme sur les 10 milliards. EDF vous a fourni un document en disant voilà comment les 10 milliards en sécurité pourraient se dispatcher, et nous serions d'ailleurs tout à fait intéressés pour avoir le document dans lequel EDF on n'a pas droit, même en commission d'enquête. Bon, en tout cas, si nous pouvons avoir le document, si c'est dans les prérogatives de la commission d'enquête, nous en serions ravis. Donc, première question, c'est autour de ces 50 milliards, parce qu'on n'imagine pas qu'EDF investisse 50 milliards et que vous, derrière, vous dites, désolé, vous fermez quand même. Donc, voilà comment cela se passe à ce niveau-là. Première question. Deuxième question concernant le MOX, qui est une question importante en termes de sécurité. On dit, mais peut-être que vous allez me démentir, qu'en termes de bombardement des cuves, le MOX est potentiellement plus agressif sur la cuve et pourrait aussi amener à une réaction accélérée. Or, comme on a une force d'action rapide qui met quand même quelques heures à intervenir, plus la vitesse en cas de perte de contrôle est grande, plus le risque d'une perte de contrôle définitive est très grand. Donc est-ce que la filière MOX, en termes de sécurité, est un choix raisonnable, et notamment dans une logique de prolongement des centrales actuelles? Troisième question, c'est une interrogation par rapport à Fukushima. On a quand même eu beaucoup de soucis sur les piscines. On parle toujours du cœur en activité et on oublie souvent les piscines. Pourquoi n'avez-vous pas proposé un confinement des piscines suite à Fukushima? Donc là, je parle maintenant de Fukushima et pas uniquement du prolongement en vie normale. Et puis, c'est malheureusement une actualité toujours barbare. Un avion détourné qui tombe sur une piscine, ça fait quand même beaucoup de dégâts. Donc on aimerait savoir comment vous voyez ce cas de figure très, très précis. Pourquoi vous n'êtes pas arrivé à la conclusion du confinement des piscines? Et dernière question très courte, où en est-on sur l'EPR, puisque vous suivez attentivement ce dossier du contrôle-commande, où on nous dit qu'il y a quand même beaucoup de difficultés sur le contrôle-commande, et plus généralement, donc on a bien vu qu'il y avait sur le gros œuvre un certain nombre de difficultés. Est-ce que demain, on a encore, à votre avis, beaucoup de difficultés à venir, mais plus là sur la gestion du cœur du système lui-même? Bravo, Monsieur Dantec, pour la brièveté. Monsieur le Président. Donc, la première question porte sur les 50 milliards annoncés par EDF. Écoutez, là, je dirais que c'est vraiment la responsabilité d'EDF. Je ne sais pas ce que couvrent ces 50 milliards qui sont alternativement annoncés comme destinés à prolonger la durée de fonctionnement des réacteurs au-delà de 30 ans, comme destinés à passer de 40 à 60 ans. Je ne sais pas ce que sont ces 50 milliards. Par ailleurs, nous avons entamé un dialogue avec EDF sur la possibilité de prolonger la durée de fonctionnement de 40 à 60 ans. Encore une fois, c'est le début d'un dialogue. Nous l'avons dit à EDF, il faudra vérifier la conformité de vos matériels, essentiellement les cuves et le confinement. Et puis par ailleurs, nous vous poserons la question des pas de progrès que vous pouvez faire pour rapprocher les objectifs sûreté des réacteurs existants du réacteur EPR. On est au début du dialogue. À ma connaissance, nous n'avons en face de nous aucune évaluation quelle qu'elle soit. Sur le MOX lui-même, vous savez, je ne pense pas que l'utilisation du MOX ait la moindre conséquence sur les conditions d'intervention de la force d'action rapide. On pourra peut-être en parler plus en détail si vous voulez. Je n'ai pas du tout l'impression que ce soit le cas. Sur les Fukushima, la cuve en bombardement. Ni sur le prolongement du parc. Non, sur la cuve, il n'y a pas de conséquences. Non. S'il y a quelque chose, c'est vraiment du deuxième degré. Nous n'avons pas du tout là-dessus d'état d'âme. Mais on pourra en parler plus en détail. Sur Fukushima et les piscines, il est tout à fait clair, c'est vrai que les piscines combustibilisées sont un de nos soucis. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, nous l'avons étendu en France
le champ des stress tests à un certain nombre d'autres installations, dont l'installation dotée de piscine. Et là, le problème s'est posé de savoir pour nous si une piste de confinement était à privilégier. Nous l'avons regardé, nous l'avons discuté avec l'opérateur. En l'état actuel des choses, ça ne nous paraît pas la piste à privilégier et nous préférons privilégier la piste consistant à prévenir autant qu'il est possible les risques de perte de refroidissement, de perte d'eau. Hein. Mais là aussi, si vous voulez, on pourra en discuter. Et la position que nous prenons là est conforme à celle que prennent la plupart de nos collègues. Puis votre dernière question porte sur le contrôle commande de PR. Nous allons publier sous quelques jours notre position sur le contrôle commande de PR, qui consistera à dire que nous considérons que les réserves que nous avons posées en octobre 2009 sont levées. Une lettre va être signée à EDF d'ici quelques jours et une note d'information va être diffusée. J'ajoute que ceci est consécutif à un certain nombre de contacts avec nos homologues qui sont en charge du contrôle de la construction de PR en Chine, en Finlande et et de façon possible au Royaume-Uni. Merci, Monsieur le Président. En m'excusant auprès de mes recherches, puisqu'il avait posé la question avant, Jean-Claude Lenoir. Bien, merci, Monsieur le Président. Revenons d'abord rapidement sur le rôle de l'ASN. Je dois dire ici, Monsieur Lacoste, que la façon dont l'ASN exerce son autorité est une véritable assurance qui est apportée à ceux qui croient au nucléaire. Il n'y a pas d'autorité de sûreté nucléaire au monde qui est l'autorité que vous avez. Je le dis car c'est souvent une façon de répondre à ceux qui, très légitimement d'ailleurs, posent des questions sur la fiabilité du nucléaire. Une chose est sûre, c'est que le nucléaire n'est pas entre les mains des politiques, même si vous avez soulevé un problème qui n'est pas sans nous interroger. C'est vraiment une autorité qui s'est affirmée depuis 2006. Alors, revenons très rapidement sur des questions assez mineures. J'aurais voulu savoir comment sont déclenchés les contrôles lorsqu'il y a un incident d'une centrale nucléaire. C'est une déclaration de l'opérateur qui ensuite vous fait intervenir lorsqu'il y a des communications de la part de l'opérateur disant il y a eu un incident niveau 1, niveau 2. En fait, c'est après que vous l'ayez vous-même vérifié. Comment ça se passe lorsqu'un incident se produit? Deuxièmement, en ce qui concerne les actifs des RTE, je suis quand même un peu troublé parce que j'ai le sentiment que vous raisonnez par rapport à la législation qui était précédente à celle de 2006 concernant la structure d'EDF. C'est-à-dire que au moment où vous vous situez, vous semblez ignorer que ensuite les réseaux, notamment de transport, sont devenus filiales à 100% d'EDF. Vous avez le sentiment, en déclarant ce que vous avez dit tout à l'heure, que ce sont des planètes un peu éloignées d'EDF. Bon, vous devez simplement avoir votre réponse sur ce point. Alors, concernant l'EPR, j'aurais souhaité vérifier auprès de vous que vous avez des contacts avec Olkiluoto en Finlande et Taishan en Chine, qui sont donc les deux autres EPR qui sont actuellement en construction. Est-ce qu'il y a une coopération internationale sur la façon dont on construit les réacteurs du type EPR dans différents pays et même comment les choses peuvent se passer dans les années qui viennent pour qu'il y ait des comparaisons de fait? Alors, deuxièmement, la semaine dernière, nous avons entendu une personne qui a une certaine autorité sur ces questions, M. Chamsor, nous affirmer que nous étions en situation de surcapacité nucléaire et que la question d'augmenter les capacités d'ici à 15 ans ne se posait pas. Alors, c'est pas votre rôle d'évaluer les besoins de la France en termes de capacité de production d'origine nucléaire. Il parlait bien d'origine nucléaire. Néanmoins, on ne peut pas déconnecter complètement votre rôle de l'appréciation qui est faite, notamment lorsque vous avez soulevé la question très pertinente du conflit entre un problème qui se pose sur un réacteur et les problèmes d'approvisionnement. Bon, alors, ça veut bien dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas, dans le cadre de l'ASN, ignorer la question de la capacité de production et donc des besoins en électricité. Et enfin, dernière question, est-ce que vous avez...
Je n'ai pas annoncé avant qu'il y en avait une avant. Non, ça va être très court. Quel est votre avis sur Fessenheim, c'est-à-dire sur les précautions à prendre par rapport au sous-sol, etc. Est-ce que vous avez... Enfin, j'imagine que vous avez un avis, donc je vous demande simplement votre avis. Merci. Monsieur le Président, je vais reprendre la question dans l'ordre. Le premier point, je suis sensible aux louanges exprimées par Monsieur Lenoir sur la SN. Simplement, le rapporteur a bien noté tout à l'heure que je disais que j'étais inconfortable sur un certain nombre de sujets. Et je vous prie de croire que, compte tenu des responsabilités qui sont les nôtres, nous ne sommes pas bardés de certitudes tranquilles. Une autorité de sûreté qui commence à croire qu'elle est bonne est sûrement en train de devenir mauvaise. Ça me paraît tout à fait fondamental. Et c'est vraiment le type d'échange que nous avons avec nos homologues. Nous l'échangeons plutôt des interrogations et la nécessité de travailler qu'autre chose. Sur le deuxième point soulevé par M. Lenoir, les déclarations incidents. Alors, déclarations incidents sont rendues obligatoires par la loi. Nous y veillons. Quand l'incident le mérite, nous faisons une inspection et nous n'hésitons pas à sanctionner quand ce n'est pas le cas. Je prends un exemple sur l'ATPU, l'atelier de traitement du plutonium à Cadarache. Le CEA a déclaré avec beaucoup de retard un incident qui était un incident sérieux. Nous l'avons dressé PV, nous avons envoyé le CEA au tribunal et le CEA vient d'être condamné par le tribunal à Marseille. C'est-à-dire que nous ne plaisantons pas avec la nécessité de déclarer l'incident en temps utile. C'est fondamental. C'est la base du retour d'expérience, c'est la base de l'amélioration, c'est la base de la sûreté. Sur les titres RTE, RTE est un exemple des points qui ont été relevés par nous et qui ont été relevés par la Cour. C'est-à-dire on est en train, pas à pas, de s'éloigner de l'esprit de la loi. Alors RTE n'est sûrement pas l'exemple le plus criant, mais si vous voyez, quand on voit que les charges futures du CA sont couvertes par des titres d'Areva et par des créances sur l'État, on est aux antipodes de ce que voulait la loi. Mais je ne vais pas au-delà, ce n'est pas mon domaine strict de compétence. Mais nous partageons ce genre de souci par peur qu'un beau jour, on soit incapable de financer l'ensemble de l'opération de démantèlement et traitement des déchets. Vous avez ensuite posé le problème du partage international en matière de sûreté du réacteur EPR. Ça se fait via un club qui a été fondé par une dizaine d'autorités de sûreté qui s'appelle MDEP, Multinational Design Evaluation Program, qui a été fondé en fait par l'autorité américaine et l'autorité française. Il y a des groupes de travail thématiques, c'est-à-dire sur le contrôle-commande, sur l'inspection, et puis il y a des groupes de travail par type de réacteur. Et en partie, il y a un groupe de travail sur les réacteurs EPR, et c'est là que nous discutons avec nos collègues américains, chinois, britanniques, finlandais et canadiens d'un certain nombre de sujets d'EPR. Alors, sur le contrôle-commande, c'est soit dans le groupe EPR, soit dans le groupe contrôle-commande. Mais c'est là que nous l'avons échangé pour aboutir à la conclusion que j'indiquais en réponse à votre question. Ça marche, les différentes autorités apportent plus ou moins, prennent plus ou moins, mais ça marche. Sur le phénomène de surcapacité nucléaire, nous n'avons pas vocation nous ne sommes pas équipés pour porter un jugement sur capacité ou surcapacité. J'indiquais simplement notre souci. Il faut éviter de nous trouver dans un phénomène de sous-capacité ou de capacité limite entraînant un conflit extrêmement difficile à traiter entre sécurité et approvisionnement. Et puis, dernier point, sur Fessenheim. Sur Fessenheim, notre position n'a pas évolué ces dernières semaines. Nous avons pris position sur Fessenheim 2 fois. Nous avons pris position sur Fessenheim 1 au terme de la 3e révision décennale. Nous avons pris position en juillet 2011. Et là, nous l'avons dit, au terme de cette révision, nous imposons de mémoire une trentaine de prescriptions. 40. Une quarantaine de prescriptions. Les deux principales étant épaississement du radier. Le radier de Fessenheim était nettement moins épais que celui des autres centrales pour des raisons historiques. Et puis deuxièmement, mise en place à Fessenheim d'une source alternative de refroidissement destinée à suppléer la source principale. C'est ça qu'on a imposé en juillet. Sur ces deux mesures-là, on avait dit à Fessenheim 1, vous nous présentez un dossier pour la fin de l'année. Le dossier a été présenté. Nous sommes en train de l'examiner. La première fois qu'on a regardé Fessenheim, et puis on a re-regardé Fessenheim au titre de la procédure Fukushima. Donc la procédure Fukushima, on a imposé un certain nombre de choses nouvelles, comme
le noyau dur, des ailes d'ultime secours, centre de gestion de crise bunkérisé, comme force d'action rapide, ça s'applique à toutes les centrales, dont Fessenheim. Les mesures spécifiques à Fessenheim demeurent applicables à Fessenheim, et s'y rajoutent les mesures générales applicables à toutes les centrales d'EDF. Merci, Monsieur le Président. Mireille Cherche. Merci, Monsieur le Président. Voilà, ça va. La première, vous avez parlé à l'instant de Cadarache. Donc, il y a une déclaration qui se fait d'un incident. Et moi, ce que je souhaiterais savoir, c'est justement, suite à un incident, et de la même façon, Fessenheim, vous dites qu'il y a des préconisations. Quelle force vous avez pour que vos préconisations se transforment en réalisation? C'est-à-dire, est-ce que vous suivez? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il y a des délais? J'avoue que je ne sais pas comment vous fonctionnez pour après l'incident. Ma deuxième question est, est-ce que, à votre avis, Monsieur le Président, n'est-il pas temps d'apprendre à déconstruire une centrale nucléaire? Je dis ça très tranquillement, en dehors de toute polémique, c'est-à-dire bientôt beaucoup de nos centrales vont arriver presque à terme de leur temps de fonctionnement raisonnable, et afin qu'on ne soit pas pris par le temps, j'ai envie de vous demander votre sentiment sur une déconstruction tranquille qui ferait école et qui serait utile pour la suite. Ma troisième question, l'ASN avait émis un avis, en effet, le 3 janvier 2012, en disant que vous estimiez que le facteur humain était un des piliers de sûreté nucléaire, de la sûreté dans les centrales. Or, il y a plus de 30 000 salariés de sous-traitants. Vous dites que vous connaissez ou que vous surveillez bien sûr leurs compétences. Ne serait-il pas temps là aussi d'avoir des préconisations pour limiter la sous-traitance de façon assez drastique, notamment dans le cœur du métier nucléaire, j'ai envie de dire, pas périphérique. Il semble que ces derniers temps, mais je suis sans doute pas aussi bien informée que vous bien sûr, une inflation de la sous-traitance peut être à terme dangereuse, à la fois pour ses salariés, mais aussi pour les fonctionnements des centrales. Et la dernière question porte de la même façon sur les composants. Par exemple, je ne sais pas sous votre couvert, mais il me semble que les composants de la turbine de l'EPR de Flamanville sont fabriqués dans 11 pays différents. Peut-être. Pourquoi ne serait-il pas fabriqué en France pour une meilleure sûreté, justement, un meilleur contrôle de ces pièces? N'est-il pas bon non plus d'avoir une préconisation forte de faire en sorte que ces pièces puissent être fabriquées en France et assemblées aussi ici en France comme elles le sont? Merci Mireille Cherche. Monsieur le Président. La première chose, c'est la question porte sur les préconisations. Alors, préconisation est un mot inconnu chez nous. Nous prenons des décisions. Et qui sont des décisions combinatoires applicables, et dont nous vérifions l'application avec des délais. Et si je prends l'exemple de la TPU, quand nous avons appris cette non-déclaration d'un incident, nous avons suspendu le fonctionnement de la TPU, enfin suspendu le démantèlement des différentes cellules de la TPU, nous les avons soumis à notre autorisation de redémarrage, donc je dirais nous avons surveillé d'extrêmement près les choses, en vérifiant que les installations étaient remises dans l'état sûr et que le plutonium en excédent était correctement traité. Donc encore une fois, nous fonctionnons en autorité, c'est pas un hasard, c'est ce nom-là. Nous prenons des décisions, ce ne sont pas des préconisations. L'exploitant n'a pas le choix. Sur le deuxième point qui est la déconstruction, en France, nous n'avons pas l'habitude de déconstruire des centrales nucléaires. Il y a déjà eu de la déconstruction d'autres installations nucléaires. Le centre de Fontenay du CEA est en cours de démantèlement. Le démantèlement du centre du CEA de Grenoble est pratiquement achevé. Donc il y a des expériences de déconstruction. Mais nous poussons autant que possible pour avoir des exemples de déconstruction en vraie grandeur de centrales. C'est pour ça que nous avions poussé EDF à démanteler aussi vite que possible Brennilis. Brennilis a connu un certain nombre d'aléas, en particulier juridiques. C'est pour ça que nous poussons le démantèlement aussi vite que possible la centrale de Chose A. C'est pour ça que nous poussons aussi vite que possible le démantèlement des réacteurs de la filière UNGG pour avoir de l'expérience. Alors, vous me direz, ces expériences portent sur des types de réacteurs qui ne correspondent pas à la filière actuelle, mais au moins ils permettent
de rassembler l'expérience et de faire de la comparaison avec des pays étrangers. Mais pour nous, c'est tout à fait fondamental de sortir d'évaluations théoriques pour avoir des évaluations en vraie grandeur. Beaucoup, Monsieur le Président. Mireille, nous sommes allés voir la déconstruction de Brénilis en Bretagne. Vendredi prochain, notre rapporteur va voir la déconstruction de Chose A. Si jamais votre emploi du temps vous le permet, allez-y, ça vaut la peine. C'est intéressant parce que ce sont les deux centrales qui sont déjà à niveau 50% de déconstruction. Alors, sur le troisième point, sur les facteurs socio-organisationnels humains, nous partageons tout à fait le sentiment que c'est tout à fait fondamental et que quand on parle uniquement des composants d'une installation, on oublie que cette installation est gérée et opérée par des gens. Alors actuellement, en ordre de grandeur, il y a 20 000 personnes d'EDF qui travaillent en centrale, il y a 20 000 sous-traitants, hein, c'est l'ordre de grandeur. Les conditions de travail des sous-traitants sont un de nos soucis. Alors c'est un chantier qu'on va ouvrir, on l'a annoncé d'ici l'été, avec la participation de l'ensemble des parties prenantes et des syndicats. J'ajoute que d'ores et déjà, nous avons pris une disposition dans un arrêté sur l'installation nucléaire de base qui a été signé le 9 février, qui est directement consécutif à Fukushima, qui est d'obliger EDF à assurer la surveillance directe de l'opération sous-traitée quand elle touche à des éléments importants pour la sûreté. Mais ce n'est que le premier élément de l'ensemble de ce que nous souhaitons dérouler. Enfin, sur la turbine, c'est pas chez nous, hein, c'est un équipement classique. Il peut y avoir une multitude de sous-traitants. Ce que je peux vous garantir, c'est que quand il s'agit d'un dossier touchant au nucléaire, nous regardons de très près, et en particulier quand il y a sous-traitance à l'étranger, nous allons vérifier sur place ce qui se passe. J'indiquais tout à l'heure, c'est vrai que à l'occasion de la fabrication d'un certain nombre de Virol, d'un pressuriseur par un sous-traitant italien de la firme allemande Krupp, nous avions arrêté la fabrication et nous avions obligé Areva à déclasser une partie des fournitures. Donc on surveille de très près. Je devrais le savoir, c'est une turbine Alstom, non? Je devrais le savoir, c'est une turbine Alstom pour Flamanville. Non? Mais je devrais sans doute le savoir aussi, mais je ne sais pas. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, je vous remercie vraiment pour la précision de toutes vos réponses. Nous avons beaucoup apprécié. Je suis sûr que votre audition fera poids et autorité dans le futur rapport que notre rapporteur rédigera. Et je vous en remercie infiniment. Me permettez-vous de dire, Monsieur le Président, que vraiment très profondément, l'ASN est à disposition du Parlement, quel que soit le sujet traité et quelle que soit la forme plus ou moins solennelle des conditions dans lesquelles l'investigation est menée. J'ai beaucoup apprécié votre introduction et le président du groupe énergie que je suis par ailleurs abusera peut-être de ça à la rentrée parlementaire, c'est-à-dire à l'automne prochain. Merci beaucoup. Voilà pour cette audition d'André-Claude Lacoste, le président de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Si vous souhaitez la revoir, notre site internet publicsénat.fr. À suivre l'émission politique de la rédaction Preuve par 3 qui reçoit ce soir Nathalie Arthaud, candidate lutte ouvrière à l'élection présidentielle. Très belle soirée à tous.